Aujourd'hui, on est avec Gabriel de Maison A&G. Paris, Cannes Et Dubaï. et. La France n'a rien comme leçon à donner aux gens de Dubaï. Ouais. Et C'est pour- très français de donner des leçons à tout le monde et de ne pas se regarder. Mais trouver des clients, ça c'est plus compliqué. Pas de réseau. Donc t'as pas de clients. Pas de réseau. T'as rien. Pas de réseau, mais bien sûr. Aujourd'hui, nous on fait des projets à 10 000 euros du mètre carré, Ok. alors qu'on a commencé avec des projets à 1 500 du mètre carré. Je suis très contente de cette question. Ah, parfait. Mais j'embauche des archis bien meilleurs que moi. Et il faut. Toujours embaucher des gens. Non, c'est vrai. Tac là. On les a menacés de mettre un restaurant chinois. Mais non. Si, lui. Voilà, si vous voulez une technique, le restaurant chinois. Aération sur les parties communes. Exactement. Bienvenue dans le 13e épisode de Homeboys, l'immobilier sans filtre. Aujourd'hui, on est avec Gabriel de Maison A&G. Comment vas-tu, Gabriel? Très bien, merci. Merci de me recevoir. De rien, on est Bienvenue. ravis de t'accueillir dans ce podcast. Ça a été compliqué. On a eu plein de rebondissements, mais on arrive enfin aujourd'hui à se voir, c'est le principal. Comment vas-tu? Très bien. Je suis ravie d'être ici. Ça va être chouette de pouvoir échanger sur ces sujets avec vous. Il y a plein de sujets sur lesquels on va aborder avec toi. Donc, on va te parler de tes débuts. Mais rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet pour vraiment comprendre ce que c'est concrètement gérer une boîte d'architecture aujourd'hui en France, à Paris, mais aussi à Cannes et à Dubaï. Donc, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, dans les grandes lignes? J'invite les autres à écouter les podcasts où tu interviens, où tu racontes bien précisément les débuts. Nous, on va vouloir beaucoup plus appuyer sur ton parcours par la suite. Mais voilà, c'est intéressant quand même d'avoir dans les grandes lignes tes débuts. Bon, dans les grandes lignes, l'agence a été créée il y a 8 ans et demi. Avec Audrey, on est très complémentaires comme profil et on est vraiment parti de rien, c'est-à-dire pas de réseau, pas de grande école, etc. Et on a vraiment pris le pari de plutôt se former sur le terrain, de pas forcément être vraiment rémunéré dans nos débuts, mais plutôt de faire nos preuves, de se constituer un book, d'apprendre sur le terrain avec les artisans, avec les clients et vraiment de concocter un projet avec le savoir des autres. Et Ok. pas en se disant, nous, on a un trait de crayon, on sait faire. Et du coup, on est vraiment des artistes, une fibre artistique hyper développée, etc. On a vraiment voulu apprendre sur le côté opérationnel, ce qui amène au fait, d'après dont tu parlais, de gérer une société et pas de juste être un ponte de l'architecture ou un super créatif, etc. Ce qui peut être le piège sur certaines archis, par exemple, ou certains archis, c'est d'être beaucoup là-dedans, mais au final, c'est quand même une gestion d'entreprise. Il y a des choses qui sont pas forcément sexy, mais ça fait partie d'une gestion d'entreprise. Tout ça, tu as appris rapidement à le gérer avec Audrey, ou ça a été assez compliqué à prendre toutes ces parties-là? On a appris sur le terrain, donc c'était à la fois douloureux et hyper excitant. Donc on s'est pas posé la question de savoir comment on allait l'apprendre au fur et à mesure, mais on s'est posé les questions de quelles ont été les conséquences de ce qu'on a fait. Et c'est là qu'on a pu vraiment décortiquer le sujet pour savoir ce qu'on allait faire, continuer de faire, mettre dans un process, ce qu'on allait jeter à la poubelle, ce qu'on allait instruire au sens large à notre équipe, et ce qu'elle pouvait nous apporter et mettre tout en œuvre pour faire en sorte d'avoir un process assez calibré et dupliquer les projets, ce qui nous permettait de gagner du temps sur la partie créativité, dessin, choix des matières, des fournisseurs, et vraiment de pouvoir aller plus loin finalement en l'aspect créa. En fait, je pense qu'on a vite compris que si on ne mettait pas d'abord les sujets opérationnels, direction, choix, stratégie, process, on n'arriverait jamais à faire des choses vraiment belles, sympas, qui sortent de l'ordinaire et des différents cadres qu'on peut voir. Et tu as parlé de choix et de stratégie. Tu nous as dit aussi tout à l'heure que vous étiez assez complémentaires, toutes les deux, mais par la même occasion diamétralement opposées. Est-ce qu'il y a eu des choix, des directions que vous n'avez peut-être pas voulu prendre de la même manière? Est-ce qu'il y a eu des discussions à ces sujets-là, où au début, quand tu commences une boîte, tu es en duo, tu sais pas trop vers où aller, et parfois ça peut être divergent, les avis. Est-ce que vous avez réussi toujours à prendre la même direction, ou elle a dû faire des concessions, ou toi, t'en as fait aussi? C'est exactement ce qui nous a construit. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait en opposition de style. Intuitivement, Audrey et moi, on aime vraiment des choses
extrêmement différentes. Alors, évidemment, depuis, on a grandi, on avait 22, 23 ans, donc on était avec nos certitudes moi, j'aime ça, et Audrey, elle aimait le noir et le blanc et le rectiligne, et moi, j'aimais le rond et le rose et le arrondi. Exactement. Et c'est vrai que tout ce qu'on dessinait était tellement différent de ce qu'on avait pu imaginer. Et en fait, on a très vite compris que soit on allait se tirer la couette en permanence et que ça allait être un enfer globalement, soit on faisait ensemble, on faisait chacune de notre côté et on permutait nos idées de façon à ce qu'il y ait un peu de nous deux. Okay. Après, on s'autorisait quand même un droit de veto. Mutuel. Enfin, on se disait veto. Genre un joker par an. Non, par projet. Par session de travail. On vers le lin. Mais on n'a jamais discuté un veto que l'autre a mis. Ça s'est vraiment fait. Il y a veto, il n'y a pas de discussion, c'est niet, on le retire et on n'en revient pas dessus. Okay. Donc mais comme on s'est toujours beaucoup parlé, respecté, et qu'on admirait aussi la vision de l'autre, à la fois sur les aspects architecturaux, mais aussi sur la partie humaine, comme les deux étaient très opposés, en fait, on a beaucoup plutôt appris l'une de l'autre, sans être pour autant d'accord, mais je pense qu'on grandit plus dans l'opposition et dans l'idée de se faire face et de s'expliquer, d'argumenter, mais si, je t'assure, là, c'est bien ça. Et finalement, c'est le client qui décide. Donc, il faut tout de suite killer les sujets égaux, ou se dire, en fait, ouais, non, c'est elle qui a raison sur tout le projet, c'est elle qui a bien compris le projet du client, et il aime rien du tout de mes idées farfelues, il aime que les siennes parce que celui-là, il match avec elle, en fait, avec sa créativité à elle. Et puis après, il y en avait un qui matchait avec la mienne. Donc, en fait, on était même complémentaires pour les clients. Et dans les designs qu'ils voulaient, parfois, c'était elle qui prenait le lead parce que ça matchait plus intuitivement. Et parfois, c'était moi pour les mêmes raisons, quoi. Et créer une boîte d'architecture, c'est facile, mais trouver des clients, ça, c'est plus compliqué. Quel conseil tu peux donner à un jeune archi qui crée sa boîte pour commencer à avoir ses premiers clients? Parce qu'on dit toujours le réseau, mais quand tu arrives et que tu as par exemple 23 ans et que tu arrives dans le milieu de l'architecture, comment tu te le crées ce réseau? T'as pas de réseau. Donc t'as pas de clients. Pas de réseau, pas de réseau. Pas de réseau, pas de mais bien sûr, évidemment. Mais comme tout le monde, en fait, tu commences, tu mets tes mains dans le cambouis, tu fais des babysitting le soir, tu prends un job étudiant et après, tu vas supplier les gens de te faire confiance et de te faire... je sais pas, dire, t'as la mère d'un copain qui a un salon super beau, tu lui proposes de lui dessiner gratuitement une bibliothèque, après tu la prends en photo et ça te fait un premier truc. Tu donnes, Donc donner avant de recevoir, quand même. Mais bien sûr, cette mode que tu vois tout le temps sur LinkedIn, faut être payé hyper vite. Ah ouais, pour toi c'est du bullshit, typiquement. Mais sauf si on veut pas travailler et qu'on veut clôturer sa boîte au bout de 3 ans, aucun problème. Ça laissera plus de place aux autres. Mais il y a un moment, il faut se sentir légitime dans ces métiers-là. C'est des métiers qui sont difficiles, qui ont l'air de... Alors, difficile, c'est pas vrai. C'est pas des métiers qui sont difficiles. On n'est pas chirurgien cardio-thoracique. On n'a aucune responsabilité. Sauver des vies tous les jours. Voilà, pas du tout. Faut complètement... On n'a pas des responsabilités. Non, mais si tu fais des boulettes, en vrai, tu as des conséquences qui peuvent être assez lourdes sur tes clients en termes de délai, mais donc en termes d'argent, sur les voisins de ta copropriété, sur la structure de l'immeuble, sur tous les acteurs qui comptent sur toi aussi pour avoir de la trésorerie à la fin de l'année. Parce que tu orchestres, mais du coup, tu prends une responsabilité de leur donner de l'argent, ou de leur permettre d'avoir de l'argent à travers ton marché. Il y a celui des autres que tu es supposé arroser. Si tu amènes un client qui est pas correct, qui va pas les payer, c'est finalement indirectement quand même ta responsabilité. Donc tous ces sujets-là, il faut pouvoir les traiter. Donc c'est des sujets qui sont quand même pas difficiles, mais qui nécessitent d'être hyper processés. Et si on n'est pas capable de faire ça, après, je pense que on se noie très très rapidement. Et tu as parlé d'un truc super intéressant aussi tout à l'heure, c'était le fait de pouvoir mettre le bon prix. Et je remarque que c'est pas que lié à l'architecture, mais c'est dans plein de business. Quand on débute, on a du mal à savoir combien on vaut et combien on coûte. Et est-ce que ça, c'est venu au bout de combien de temps? À partir du moment où tu t'es dit, tiens, là, je pense qu'on peut valoir ce prix-là et assumer vraiment un vrai prix. Assumer de faire payer. De faire payer la qualité, finalement, et le service que tu veux offrir aux gens. Mais quand tu te sens légitime, c'est quand tu arrives à dire à ton premier client non. En fait, déjà. Non, je ne ferai pas d'appel à 22h un samedi soir. Non, je ne referai pas le plan pour la 15e fois alors que c'est l'idée de ta belle-mère mais qu'elle ne fonctionne pas. Non, je ne referai pas... Et en fait, les noms arrivent au fur et à mesure. Les premières fois, on les dit, on tremble, on se dit mince. Je vais perdre le client. Il va me détester. Et en fait, tu te rends compte que non, ton client, il se dit, bah oui, j'ai abusé...
en fait, elle a le droit d'avoir une vie. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as le droit de mettre des limites et que personne va t'en vouloir, ou des gens très caractériels, mais bon... En fait, c'est comme des enfants, ils testent les limites et du coup, parfois, il faut un peu recadrer, mais gentiment, Ouais. pour remettre quand même un Ouais. cadre et que ça se passe bien. Mais c'est pour leur comme bien. tous les humains, en fait. Moi, je me rends compte que là, pour le petit hôtel qu'on a fait à 1 heure de Paris, c'était nous les clientes, avec Audrey, avec une chef de projet de l'agence. Ok. Ouais. Je pense Oh là qu'aujourd'hui, là. elle me déteste. Ah Non, ouais, c'est vraiment. Après, le samedi soir à 22h. L'exigence. Non. Dimanche soir. Non. Le dimanche soir, tu sais. T'as pas répondu. Non, mais par contre, je vois que j'ai fait les choses de façon beaucoup plus légère, en comptant beaucoup plus sur elle, et non pas comme sa boss qui lui permettrait d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir avancer dans le bon sens, etc. Mais plus comme une cliente de allez, vas-y, c'est bon, je t'ai donné assez d'infos alors que t'as donné la moitié des infos nécessaires à avancer dans le bon sens. Donc vraiment, petite remise à niveau sur l'ego et la relation au client. Quand on est client, je pense que c'est toujours plus difficile de savoir où tu positionnes la confiance absolue en ton prestataire de service, ce qui peut être une très mauvaise chose, et desservir complètement la relation aussi au bout d'un moment parce que l'autre il avance, mais pas forcément dans le bon sens. Ou à contrario, tu lui fais pas assez confiance, t'es toujours sur son dos, tu veux des track records, et là c'est le prestataire de service qui va râler et qui va se sentir oppressé, et c'est du micromanagement et ça va pas dans les deux sens. Donc c'est comme tout, en fait, c'est l'équilibre à trouver, quoi. Entre les deux. Et c'est pareil pour les prix, Bah, pour les zonos. Ça, c'est vrai. Et c'est lié à autre chose aussi, c'est ce que tu es prêt à dépenser au début pour chaque projet. On en parlait aussi tout à l'heure, mais tu disais que les premiers shootings photos n'ont pas le même prix que ceux que tu prends au début. Tu conseillerais du coup aussi aux gens de pas forcément mettre tous les moyens nécessaires au tout début, faire juste ce qu'il faut correctement, et qu'après, ça viendra de pouvoir mettre le prix qu'il faut. Mais au début, il vaut mieux juste faire plutôt que d'essayer de faire le truc parfait, quitte à rater des projets à côté. Bah bien sûr. Aujourd'hui, nous, on fait des projets à 10 000 € du mètre carré, alors qu'on a commencé avec des projets à 1 500 du mètre carré, et on n'avait absolument pas en tête l'envie ou l'idée de faire des projets à 10 000 € du mètre carré. Et que même ça existait des projets à 10 000 C'est €. vrai, au début, tu peux pas te Certainement. rendre compte. C'est vrai. Nous, on faisait des cuisines Ikea avec des carrelages Leroy Merlin. Et des clients qui se saoulent pour les 1500 parfois aussi. Ah, mais bien sûr, évidemment. C'est cher. C'est cher, oui, Complètement. mais cher par rapport à quoi? T'as jamais fait de travaux et tu dis que c'est cher. Exactement. Après, le problème aussi de quand tu as quelqu'un à 8 000 € du mètre carré ou 10 000 € du mètre carré, c'est pas du tout les mêmes exigences. Donc, c'est pas sûr. le même nombre de rendez-vous, c'est pas du tout. Et puis, il faut le comprendre aussi. C'est une nouvelle approche, mais c'est une autre façon d'apprendre. Et in fine, je trouve que les deux façons sont riches de sens, mais il faut commencer par le 1 500 € du mètre carré. Enfin, aujourd'hui, c'est impossible, 1 500 € du mètre carré. Mais il y a 10 ans, ça l'était un peu plus. Mais le 2 500 € du mètre carré, il faut le connaître, il faut le maîtriser avant de pouvoir aller sur du 8 000. Et c'est pas en ayant fait des photos parfaites avec un photographe qui coûte 3 000 € le shooting qu'on a un rendu chouette pour du 2 500 € du mètre carré. Il y a un moment, ça n'aurait plus de sens de faire ça. Donc, savoir quand même être patient et par exemple, aux jeunes archis qui voient ta vie, qui disent waouh, je veux exactement cette vie-là, ils se rendent pas compte des 8 années où justement tu as dû monter les marches petit à petit. Parfois, tu as dû en reculer 2-3 pour remonter. C'est un peu le piège parfois des réseaux, et c'est aussi comme ça qu'on doit le vendre pour faire rêver. Mais en parlant des réseaux, toi, tu es pas mal présente sur LinkedIn. Les posts sont super, ça doit mener pas mal de leads. Pourquoi tu as privilégié LinkedIn, par exemple, par rapport à TikTok, Instagram ou d'autres YouTube aussi? Par exemple. Je suis très contente de cette question. Ah, parfait. Parce que tous mes confrères se sont foutus de ma gueule. Quand Non, mais c'est vrai que on est dans des métiers d'image. Faut pas montrer, faut rester un peu artiste. Voilà, c'est des métiers où c'est très beau. Les filles d'Instagram sont tous hyper chiadées, avec une direction artistique très travaillée, très belle et tout ça. Et quand on a commencé... en fait, on a pas mal eu de milieux financiers dans nos clients. Ok. De fonds d'investissement, ou partenaires dans des grosses structures. On a appris pas mal avec eux sur ces sujets-là. Ils étaient tous sur LinkedIn très actifs. On s'est dit, mais en fait, on a quand même un vivier de clients potentiels sur LinkedIn, beaucoup plus que sur Instagram
dans lequel Curieux oui, il y a des curieux, c'est pas forcément eux qui ont les portefeuilles C'est vrai, ou c'est elles vrai. qui ont les portefeuilles, c'est triste à dire mais c'est une réalité Mhm. de terrain. Donc in fine, pourquoi pas essayer de voir ce réseau-là qui est un peu moins enfin qui était, je trouvais à l'époque, c'est peut-être plus trop le cas maintenant, mais assez tourné vers la vie de l'équipe, l'entrepreneuriat et moins le côté artiste, designer. Et je trouvais que c'était une approche qui nous ressemblait plutôt pas mal, d'axer sur tous les sujets opérationnels, création de société, plutôt que les sujets purement design. Montrer l'inside aussi. Les gens, Voilà. c'est un peu comme une série Netflix. Tu dis, OK, elle en est où aujourd'hui, Gabrielle? C'est quoi ses problématiques? Où est-ce qu'elle avance? Ses réussites, ses échecs? C'est vrai que les gens, souvent, ils doivent te suivre aussi pour ça, pour voir l'évolution petit à petit. Et tu as une DA, parce que la création de contenu, aujourd'hui, c'est hyper important quand on entreprend. Est-ce que tu as une direction artistique? Combien de temps ça te prend par semaine pour, par exemple, rédiger des posts ou te concentrer sur la création de contenu? Et est-ce que tu étudies aussi, par exemple, ce post m'a amené X lead, ou c'est pareil, tu fais et après tu vois la one Feeling. again. Voilà, again. feeling. C'était sûr. Yeah. On savait, on connaissait un peu la réponse. Désolée, je pense que j'ai jamais regardé une stat. Non, après, on a internalisé avec quelqu'un qui s'occupe de la com, Ok. parce qu'Audrey et moi, on est globalement hyper nuls pour ça. Le seul C'est un truc... métier, hein, en soi. Ah oui, c'est un vrai métier. Et déjà, il faut avoir le temps pour le faire, il faut avoir la créativité pour le faire, qui n'est pas la même que de dessiner. Hein. Le seul sujet sur lequel on intervient, c'est les posts LinkedIn, quand on a envie de parler d'un sujet qui nous est vraiment cher et qu'on se dit que c'est un bon sujet qui est bien meilleur que ChatGPT. Ça existe. Et sinon, non, on est plutôt... on regarde ce que les autres nous proposent. On est une agence de com aussi, une agence de relations presse. Donc, on est quand même globalement bien entouré. Mais encore une fois, quand on commence sa boîte et quand on monte son studio d'archi, évidemment, on n'a pas ça. Et encore une fois, step by step. Et t'en penses quoi justement de la communication à l'ancienne à travers la presse, justement, dans le métier d'architecture? Est-ce que c'est des choses qui... Déjà, est-ce que la barrière à l'entrée, elle est forte? C'est des choses qui peuvent se faire pour des cabinets d'architecture qui viennent un peu de divers horizons, de pouvoir être présents dans la presse? Est-ce que c'est des choses que vous faites aussi de votre côté? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une page dans Elle Magazine Alors, ça vaut pas le coup en termes d'acquisition client. Ok. C'est pas ça qui va ramener des clients. Ça va ramener de la crédibilité, de la légitimité, une notoriété, exactement. Et ça va pouvoir permettre de montrer à d'autres journalistes qui regardent la presse, qui regardent ce qui est fait, c'est d'accéder au monde de la presse. En fait, je pense que quand on développe une structure, quel que soit le domaine, quand on gravite dans les milieux financiers, en fait, on se retrouve avec automatiquement plein de clients qui arrivent de milieux financiers, mais c'est de façon organique. C'est pas, on va pas taper aux portes des fonds d'investissement, devenez nos clients. Pas du tout. Ça s'est fait. Là, par exemple, je vais être jury encore pour un salon de finance parce que j'ai sympathisé avec un mec une fois, je l'ai fait. Et en fait, ça fait 1 an et demi que je le fais avec lui et ça me fait trop marrer. Il y a des family office, il y a des... Mais c'est pas du tout des prospects. Ouais. C'est juste que, in fine, on passe les soirs ensemble, ils se demandent ce qu'on fait. C'est rigolo. Pour eux, c'est un métier un peu créatif qui sort de leur quotidien, donc ils retiennent. Après, ils vont regarder sur Insta, ils se disent que ça a l'air sérieux, que c'est rigolo, sur LinkedIn, et puis les choses se font comme ça. Et je pense que la presse, c'est pareil, en fait. Ça donne accès à une certaine typologie d'audience qu'on n'a pas du tout sur Instagram, qu'on n'a pas sur LinkedIn, et que plus on diversifie ces canaux de visibilité, moins on s'enferme dans un projet type aussi. Je pense qu'on avait très peur avec Audrey de s'enfermer dans un projet type. De toujours rester ouvert à plein d'horizons possibles. C'est-à-dire que... En fait, on voulait vraiment multiplier les options de design différents, de supports différents, que ce soit de l'haussmannien. Par exemple, on a fait beaucoup d'haussmannien. Maintenant, on nous appelle le grand classique des projets chez nous, c'est entre 120 et 200 mètres carrés en haussmannien. Et on nous appelle énormément pour ça. Ça, c'est vraiment il y a un moment, on nous appelait tellement que pour ça. On s'est dit, mais c'est terrible, parce que plus on en fait, plus on nous appelle pour ça, et moins on nous appelle pour des maisons, des résidences secondaires, des apparts de façon un peu Ibiza qu'on ferait dans les années 60, dans les immeubles moches des années 70, mais on fait des apparts de folie après. Et le but, c'était vraiment de réussir à renverser à chaque fois les tendances, quoi. Pas trop se nicher.
Parce que non mais c'est vrai, parce que finalement, t'as entièrement raison. Parce que je pense que si jamais tu t'enfermes dans, comme tu viens de le dire, une niche, les gens vont directement aller sur ton site, ils vont se dire, OK, ça te correspond, c'est ce que je veux. Tu vas refaire des projets comme ça. Et à la fin, bah, sur ton site, t'auras que ça. T'as que ça. Et tu vas attirer que des personnes de ce genre-là. Et pour après réussir à en sortir, ça va être un peu compliqué. C'est très parce que- difficile. Et en même temps, pour commencer, on m'a toujours dit qu'il faut quand même savoir se nicher et trouver une petite audience pour répondre à leurs problématiques. Parce que quand tu commences, je trouve, quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Donc, il faut trouver le juste équilibre, je pense, pour d'abord un peu nicher et petit à petit ouvrir ta cible pour en effet t'ouvrir. Parce qu'au final, si tu n'avais pas eu ces projets haussmanniens, peut-être que d'autres personnes ne seraient pas venues. Mais en effet, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre pour pas que ça soit que ça. Mais je sais pas exactement comment T'as faire. raison dans les faits si tu sais où tu veux aller. Mais quand tu entreprends, c'est pour ça qu'on parle souvent de pivot en entreprise et en démarrage d'entreprise. C'est que souvent, tu as une idée bien ancrée dans la tête sur ce que tu vas faire et qu'in fine, c'est pas du tout ce que tu vas faire. C'est quand tu es dans l'action que tu te rends compte que la théorie et le pratique, c'est pas toujours la même chose. Et puis la demande n'est pas du tout celle que tu avais imaginée. La rentabilité n'est pas là où tu l'avais envisagé. Et finalement, tu es obligé de suivre la vie qui s'offre à toi. C'est pas toi qui choisis les différentes étapes. Tu viens solliciter évidemment des opportunités, les chercher dans une direction, mais parfois ça prend pas du tout un endroit qui pourtant t'étais sûr que ça allait le faire et à l'autre ça s'ouvre complètement. Donc t'y vas. Tu vas pas. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise pour que les gens puissent savoir à peu près combien vous êtes là? On est une vingtaine en tout. On est une quinzaine à Paris et un peu moins de 10 à Cannes. Ok, Paris, Cannes. Et Dubaï. Et Dubaï. Et Dubaï, c'est autre chose. Dubaï, c'est la même structure exactement, mais on est associé à 2 personnes qui sont sur place. Donc on a réouvert une nouvelle structure qui n'est pas liée juridiquement à la nôtre, même si c'est la même image, les mêmes savoir-faire, etc. Et parfois les mêmes entreprises travaux. Mais comme la législation n'est pas du tout la même. J'imagine. Là-bas, les administrations ne sont pas du tout les mêmes non plus. Les sujets de travaux ne sont pas les mêmes. Les bâtiments ne sont pas les mêmes. Donc, on réapprend complètement à faire des travaux dans un nouveau marché, dans des nouvelles structures. C'est vraiment un autre métier, quoi. Et pourquoi Cannes? Pourquoi pas Deauville, Cap-Ferré? Qu'est-ce qui a fait que... on a une antenne à Bordeaux depuis un mois. Donc, fais attention, le Cap-Ferré, on y arrive. C'est à côté. Bon marché. Hein. C'est à côté. Les barrières à l'entrée, on en parle aussi. Évidemment. Oui. Mais Cannes, parce que Audrey connaissait très bien la région. Audrey avait envie de vivre un peu au soleil. Je peux la comprendre. Je peux la comprendre aussi. On va pas du tout lui jeter la pierre. Et qu'on avait aussi des opportunités de projets là-bas. On a fait toujours des résidences un peu secondaires partout en France, même dans le fin fond du Finistère, à Rennes, à Metz, à Libourne. Ouais, on a fait des trucs bizarres. À Marseille. Tu vois où les projets sont. Non, mais on a fait toujours un peu. C'est le projet le plus bizarre que tu as fait, que vous avez fait? Bizarre. Bon, bizarre où il t'est arrivé vraiment les plus grosses dingueries ou un truc de fou ou franchement, c'est le premier projet qu'on ait fait vraiment. Enfin, le premier. Enfin, disons, c'était le 3e, mais c'était vraiment dans les 2 premiers mois d'ouverture des statuts où c'est un mec qui nous a dit j'ai un building dans Paris, dans le 10e, je sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez dedans? Il a ta tête, tu dois avoir 20 idées. Mais là, tu te demandes s'il se fout de toi. Tu vois, enfin, t'as 22 ans, tu sais bien qu'il va pas te laisser un building. C'est un scam. Tu te demandes. Et le mec fait un peu peur. Enfin, trop sympa, mais il pèse. Tu sens que. Limite, il peut détruire ta carrière alors que t'as même pas commencé. T'as pas commencé, donc c'est pas grave. Mais tu vois, tu vas lui parler, t'es un peu. Tu veux faire bien, quoi. Ok. Et ce mec, on lui a dit bon, du coup, une petite épicerie dans le 10e, c'est un peu bobo, ça passe bien à cette adresse, avec une cave à vin au sous-sol. Et puis en étage, on va faire des appartements Airbnb luxe. Bon, luxe à l'époque, c'était Ikea. Peut-être un peu plus, mais vraiment pas beaucoup. Le haut du panier d'Ikea. C'était le haut du panier, exactement. La Voxtorp, on se rappelle encore des noms. Mais avec des portes sur mesure et les caissons. Et en fait, on a fait des dingueries dans ce truc. Il nous a dit OK. Et on était payé 15 000 € à 2 sur un an et demi. Okay. Ce qui part à... Ah ouais. Comment te dire
Il Comme manquait quoi, au parfois, moins un zéro. les débuts, quand on parle des débuts, c'est vraiment les débuts, quoi. C'est bien Vraiment, de les dire non en accepter. même temps au début, comme Bah on oui. disait tout à l'heure. Ah oui, mais bien sûr, mais en même temps, ça nous a formés complètement. Il y avait des ouvertures de trémies qu'on a fait sans demander à la copropriété. On savait même pas qu'il fallait le faire. On a créé un plancher, 15 mètres carrés de plancher. Ok. Donc lui, il a dû recalculer le tantième et tout ça, et le racheter à la copro, qui voulait le réaligner du coup à 10 000 euros du mètre carré. Le plancher, c'était pas terrible. Ouais. Du coup, on les a menacés de mettre un restaurant chinois. Si lui Ah, la offrait carte pas. joker. Alors Mais là, bien sûr. Après le droit de veto, le restaurant alors celle-là, chinois. voilà, si vous voulez une technique, le restaurant chinois. Le restaurant marche chinois, ça marche à tous les L'aération coups. sur les parties communes. Exactement. T'as une VMC. Tu veux des restaurants chinois? Ok, on va te mettre. Et on l'a fait en pleine Excellent. copropriété, foncia et tout. On n'avait même pas l'impression qu'on allait se griller et que ce qu'on faisait était illégal, quoi. On n'avait pas du tout cette conscience-là. Donc on a fait des trucs de zinzin, mais on a appris comme jamais. Ça qui est bien. Ouais, c'était incroyable. C'est ouf. Et les réussites et les choses le projet que tu as le plus adoré et qui a été le plus incroyable pour toi que tu as pu faire? Ou là, tu t'es dit, wow, là, je suis passé. Là, on en fait en stade ce moment, au-dessus. il est incroyable. On fait une maison à la Villa Montmorency qui est folle Ok. et qui est vraiment, vraiment canon. C'est quoi le projet? Une famille, trop sympa. C'est vraiment, je peux pas parler de la famille, mais ils sont adorables, ils sont smart, ça va vite, ils aiment vraiment les choses belles, pas du tout bling bling. Ouais. Pas nouveau riche, quoi. Pas du tout, hyper respectueux de tout le monde, des ouvriers, des paysagistes, des archis. Vraiment un bonheur de travailler avec des budgets qui permettent de faire des choses si belles, avec des gens qui sont vraiment sensibles, qui sont conscients, ça se transpire de la chance qu'ils ont et qui ont élevé aussi leurs enfants avec beaucoup d'humilité. Enfin, vraiment... le genre de projet qui donne du baume au cœur parce que parfois dans le luxe, on est confronté quand même à des situations qui parfois sont risibles de proportion. On a l'impression qu'on va sauver la vie de quelqu'un en mettant du beige un peu plus rosé plutôt que du beige un peu plus vert. Au final, c'est pas grand-chose. Tu dis, ça manque de sens, quoi. Il y a un moment, faut se rendre compte dans le monde dans lequel on vit qu'on gère que des projets de plaisir. Et que ça sert à rien de se mettre dans tous ces états si y a une plainte abîmée. T'arrives à garder les pieds sur terre parce que quand tu dois gérer des projets à 150 000 euros, 200 000 euros et qu'après tu vas chercher tes enfants ou que tu vas avoir de la famille, etc., t'arrives à garder les pieds sur terre encore ou parfois le fait de parler à différents types de personnes avec des profils tout à fait différents, par exemple un financier, un client qui a beaucoup d'argent qui veut investir avec un de tes chefs de chantier ou un de tes ouvriers ou une de tes archis, tu vas pas t'adresser de la même manière avec chacun. Comment tu arrives à t'adapter? Est-ce que tu t'adaptes ou au final tu restes toi-même avec les gars? Je pense que c'est un peu notre force, c'est qu'en fait on parle vraiment à tout le monde pareil. Ok. Donc, et je trouve que la force la qualité des projets est faite grâce aux mecs sur le terrain, globalement. Et que c'est notre job et notre responsabilité même de faire comprendre aux clients que sans ces mecs-là, il n'y a pas de projet. Donc, nous, on est le pont entre les deux, dans les deux sens. Alors oui, les pieds sur terre, je pense qu'on est autant confrontés aux mecs sur le terrain qui, eux, peuvent parfois vivre à 6 pendant 6 mois avant de retourner en Pologne dans un studio parce qu'ils sont là pour faire le maximum de flouze avant de retourner investir en Pologne. Et que c'est exactement ce qui se passe. Ils nous le disent pas et on n'est pas supposé le savoir. Et puis c'est tout à fait légal et ils font bien ce qu'ils veulent. Mais les mecs, ils viennent en France, ils font 6-8 mois en France, ils bossent à fond, ils diminuent à fond les coûts, donc ils vivent dans des conditions qui sont pas dingues du tout. Et après, ils retournent mettre tout l'argent pour leur famille en Pologne. Donc tout le monde adore bosser avec les Moldaves parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous avec une maison dans le 77 et que mais les mecs ils sont pas ici en fait. Même s'ils ont leurs papiers, ils ont le droit, tout est en règle. Mais c'est très hypocrite souvent. Je fais le parallèle avec Dubaï du coup parce qu'on entend ah non mais vous travaillez avec des mecs là-bas, mais c'est honteux les conditions de travail. Alors, je pense que c'était vrai il y a 15 ans, il y a 10 ans, même peut-être 5 ans, je sais pas, j'y étais pas. Mais là, on est allé voir les conditions de travail des mecs qui sont à 1 heure de Dubaï. Franchement, la France, pour voir les conditions des mecs ici, c'est pire ici. La France n'a rien comme leçon à donner aux gens de Dubaï. Ouais. Vraiment. C'est très français de donner des leçons à tout le monde et de ne pas se regarder le nombril. Non, mais c'est lunaire. Vraiment, les conditions de travail à Dubaï. Alors oui, forcément, ils sont pas dans les. Ça dénote beaucoup plus leur logement
parce que à l'intérieur de Dubaï, c'est hyper luxe, c'est que des hôtels de luxe faits pour les Occidentaux, etc. Et eux, ils sont dans des blocs en béton, mais ils ont 2-4 par chambre, qui sont très grandes, parce que c'est pas les chambres de 9 mètres carrés à Paris. Et ils ont une piscine, ils ont l'air de la climatisation. Alors oui, la piscine, elle est pas à fleur de peau, c'est un bac qui sort, mais n'empêche qu'ils ont des bus climatisés pour faire les allers-retours et les transports. Franchement, c'est pas... Ah oui, c'est pas les workers qui font les tours et tout ça. Mais dans le design intérieur, je parle que de ce que je connais, hein, mais dans ceux qui bossent avec des archis pour les travaux intérieurs moyenne gamme, voire haut de gamme, en tout cas, évidemment, il doit y avoir des trucs horribles qui se passent comme partout, hein, mais c'est pareil en France, en fait. Donc, faut pas se leurrer. Et ça, c'est donc sur la partie Dubaï que tu as lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu parlais aussi de l'hôtellerie. Moi, je voulais y revenir un petit peu parce que comment ça se fait que vous ayez commencé l'hôtellerie que maintenant, à ce moment-là? Est-ce que, parce que tu peux te dire quand même que c'est des projets qui peuvent être immenses, c'est des marchés qui, je pense, sont assez lunaires en termes de chiffres. Tu peux quand même, je pense, gagner beaucoup d'argent dans ce milieu si tu arrives à te faire un nom. Ça a été quoi les problématiques? Pourquoi c'était pas plus tôt? Pourquoi c'est maintenant? Est-ce que vous avez commencé à mettre peut-être un pied dedans avant? On s'est toujours dit qu'on allait vouloir avoir un petit hôtel avec vraiment les chambres qu'on a envie de designer nous-mêmes, sans répondre à un cahier des charges client, de pouvoir faire un concept, etc. Mais bon, l'agence n'a que 8 ans. Je suis encore très jeune, même si vous ne le croyez pas. Et la vie a fait que l'agence nous a pris énormément de temps, le développement à Dubaï, on avait monté une plateforme tech à un moment, on a appris beaucoup aussi, d'ailleurs ça nous a permis de graviter dans tous les milieux start-up aussi, qui sont des milieux différents, et du coup on a eu plein d'entrepreneurs aussi comme clients à l'agence. On a investi dans des bureaux au début pour nous, qu'on a achetés, ensuite qu'on a mis en location, donc on a dupliqué le modèle, donc on a fait pas mal de... Résister au Covid aussi? Complètement. Ça, il n'y avait pas eu de sujet du tout. Ça s'était vraiment développé. Entre-temps, j'ai fait 2 enfants. Ça m'a quand même pas mal occupée. Audrey est partie vivre à Cannes. Il y avait l'agence de Cannes. Je te cache pas que si on avait entendu encore 1 an ou 2 de plus pour l'hôtellerie, ça m'aurait pas gêné. Ça m'aurait pas... Mais la vie a fait qu'on est tombé sur cette énorme maison avec terrain et tout, et qu'on s'est dit que c'était une opportunité de dingue. Que, encore une fois, c'est la vie qui nous a mis sur le chemin, et on a pris le chemin qu'on nous a proposé. C'était pas sans douleur, parce que c'est pas la même chose de faire un projet pour soi que pour faire pour un client, même si ça remet quand même les pendules à l'heure sur comment on se place quand on est côté client, ce qui est très bien. Et finalement, oui, on va dupliquer le modèle, on va faire plusieurs... maintenant qu'on a fait le premier, on sait qu'on va faire... Ça s'appelle le domaine by AEG. Et donc, on va faire plusieurs domaines. Voilà. C'est pour ça qu'on a appelé ça le domaine. On va pouvoir faire, des cœurs de ferme, des masses à côté d'Aix, dans le sud et tout ça. On vous montrera le projet quand il sera terminé. On va vous montrer un petit peu tout ça et vous faire une visite. Inside, encore. Ouais, mais puis ça invite les gens aussi dans notre univers et de montrer aussi ce qu'on sait faire de façon différente. Après, l'hôtellerie en archi, c'est assez fermé. Et c'est un milieu... En fait, quand on commence à la sortie des études d'archi, c'est soit il y a le tertiaire, soit il y a l'habitation, soit il y a l'hôtellerie. Hôtellerie et habitation luxe, parfois, peuvent se rejoindre, mais c'est vraiment dans du très, très luxe. C'est pas, et c'est pas les mêmes process. Ils travaillent avec des architectes, en général des PLG, qui, eux, font toute la structure, etc. Eux interviennent à un certain moment du projet. C'est pas eux qui se chargent de la coordination travaux pure opérationnelle. Il y a vraiment un maître d'ouvrage qui est là pour le faire. C'est pas la même façon d'exécuter du tout en hôtellerie. Et comme on nous a sollicité du coup que pour les petits hôtels, boutiques hôtels, appart-hôtels, résidences hôtels, on a vite compris en fait qu'on n'allait pas pouvoir aller dans l'hôtellerie sans avoir déjà fait un premier hôtel. Le premier projet, c'est vraiment... c'est toujours ça. Donc on s'est dit, on va le faire nous-mêmes et puis... Voilà. C'est stylé. Est-ce que tu as déjà menti à des moments ou essayé d'enjoliver certaines choses sur des projets ou à des moments parce que tu te disais, bon, il faut que je puisse avoir un premier projet, il faut que je puisse avoir une première chose à montrer, même le tout premier client, il te connaît pas, t'as rien, t'as que des 3D que t'as pu faire. Franchement, je pense que c'est un défaut, mais c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Mais je pense que la transparence, c'est un peu l'ADN brut de la boîte.
Ça, c'est points positifs et c'est points négatifs, parce que du coup, les clients, parfois, ils aimeraient bien que tu montes un peu plus. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Non, non, mais même sur eux, tu vois, sur le. Je dis, bah non, en fait, si tu me réponds pas 3 fois à mon mail, tu as la responsabilité et tu as le délai en plus et tu as le paiement en plus parce que c'est toi qui l'as fait. C'est ta faute. Et donc, j'ai pas de problème à dire ça à un client. Et parfois, ça peut aussi en offusquer en se disant, bah, quand même, c'est moi qui paye. Je dis, bah oui, c'est toi qui paye, mais si tu fais pas le deal, ça marche pas, quoi. Donc, dans les 2 cas, je pense que la carte de la transparence, elle a toujours été hyper importante pour nous. Je pense que pour l'équipe aussi, du coup. Alors, enjoliver, oui, bien sûr. J'imagine que quand tu arrives à un event, que tu dois prendre la parole pendant 45 minutes, j'ai rarement donné les anecdotes qui m'arrangeaient pas, quoi. Et il y en a. Mais bon, je peux t'en raconter, si tu veux. Mais enjoliver, c'est dire, en fait, éviter de dire des trucs qui sont pas glorieux, quoi. Et puis les réseaux sociaux s'arrangent toujours pour embellir et mentir à ta place, j'ai envie de te dire. On montre que ce qu'on veut montrer, quoi, et on veut montrer Voilà. le meilleur. Mais tu mens pas. C'est juste que tu ne montres pas l'autre façade qui est moins sexy. Qui est moins sexy. En parlant de choses moins sexy, on va parler aussi de gérer des équipes. Quand tu dois internaliser, créer vraiment une société et vraiment commencer à vouloir créer une belle boîte d'architecture, il faut gérer de l'humain. Et donc recruter des personnes pour vraiment t'accompagner, pour développer encore plus ta société. Comment ça s'est passé ? Vous avez grandi petit à petit. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des gens qui ont une boîte d'architecture et qui savent pas trop comment évoluer? Est-ce que le mieux c'est que je sois solopreneur? Est-ce que le mieux c'est que je recrute quand même quelques équipes, sachant que j'ai un petit peu moins la main dessus? Comment vous avez géré ça avec Audrey? Mais comme tout, on ne s'est pas posé la question. Donc, c'est-à-dire qu'on C'est vrai que la vie est plus simple. La vie est plus simple, c'est que de l'instinct. Ouais, c'est vrai au final. Non, en fait, je pense que ça s'est fait plutôt à l'inverse quand on a très rapidement eu des stagiaires. Ok. Pour nous aider sur les dossiers de plan, etc. Et en fait, c'est galère d'avoir des stagiaires d'ailleurs, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que pour recruter même des stagiaires, parfois ça peut être compliqué. Ou vous avez trouvé assez facilement avec du réseau? Au début, nous, on était stagiaires les mois d'avant, tu vois. Donc, en fait, au final, tu vois exactement comment ça fonctionne. On n'a jamais bossé dans une autre boîte à part pendant nos études. Putain, c'est donc, beau, ça. on a fait donc le stagiaire, c'était nos potes de l'année précédente, quoi. Donc, c'était pas, il y avait pas de rapport de hiérarchie. Et on a fait grandir la boîte sans ce rapport hiérarchique pendant longtemps, par volonté, en se disant qu'on se sentait pas du tout légitime. Et puis en plus, même quand on a 22, 23, 24 ou 25 ans même, dire à quelqu'un qui a 32 ans, tu peux me donner ta to-do list, est-ce que tu as bien fait ça et tout, c'est hyper difficile. Donc on n'a pas fait ça pendant très longtemps. Et on a recruté que à l'instinct. Pas des gens qui pouvaient être... J'entends beaucoup ça. Je recrute que des gens avec qui je peux aller boire des bières, machin. Ouais, je sais pas si c'est vraiment... Nous, c'est pas notre credo de... Bon, déjà, on va pas boire des bières. Peut-être ça, le sujet. des grenadines. Des grenadines. Il y a quand même une bonne ambiance. Et les revers. Non, mais on n'est pas du tout... On s'entend très très bien avec notre équipe. Je pense qu'il y a énormément de respect, même d'amitié qui s'est créée avec les différents individus, mais parce que c'est sur des bases de valeurs communes. Et je pense qu'il y a finalement, il y a une ADN de l'esprit de l'agence qui s'est créé. Voilà, le fait d'être très transparent, assez brut dans les choses qu'on dit, ça passe ou ça casse en fait selon les profils. Et je pense que en entretien, on sait très rapidement si la méthode cache-pistache ça marche ou si l'autre est un peu terrassé en se disant mais mince, où sont mon principe de chez Vinci, 3 rendez-vous, machin. Moi, je suis capable de me terminer les ongles parce que j'ai une soirée IMO le soir en plein milieu d'un entretien, quoi. Et parce que les choses vont vite, c'est le domaine de l'agence, faut pouvoir se dire les choses de façon fluide, faut pouvoir avancer, faut prendre des décisions, c'est des sujets opérationnels. Moi, ça ne m'amuse pas du tout d'aller recruter en épluchant 800 CV, parce que c'est ça en archi aujourd'hui. Hein. Il y a eu beaucoup de post-Covid, beaucoup de gens se sont remis en question sur leur vie. Et beaucoup de... Du coup, ils doivent limite en avoir trop. Enfin, je sais pas trop... Mais tu as le malheur de faire une story sur Instagram pour dire que tu cherches un stagiaire. Tu as 40 candidatures par semaine dans la boîte mail de recrutement. Vraiment, avec un poste.
pas avec tellement ça se refile encore sur une journée. Et tu les filtres rapidement aujourd'hui. Genre juste au book en général de l'archi, tu regardes, tu as une phase d'entretien. Je vais te poser ça et j'ai une question sur le suivi. Est-ce que tu passes beaucoup de temps aussi à gérer les équipes? Mais on va rester sur le recrutement. Pour les Non, sélectionner. en fait, on a recruté Best Move Ever, Ségolène, qui est notre responsable d'agence à Paris depuis Bonjour, le mois de septembre. Qui est, en fait, quand on est arrivé à 17 à Paris et que Audrey est partie à Cannes, il y a un moment, j'ai appelé Audrey, je lui ai dit en fait, soit je meurs. Une équipe de foot avec des remplaçants à gérer. En fait, c'est dur, ouais. En fait, toute la journée, je faisais du management. Ah, et tu bosses, tu fais plus que t'aimes, quoi. Ah, mais ma to-do faisait que grandir. Et puis à 18h, je commençais ma to-do. Sauf que du coup, mon mec m'a dit en fait, soit je divorce, soit on va vivre dans le Larzac et je peux élever des chèvres. Parce qu'a priori, tu n'es pas là. Mes enfants commençaient à appeler la nounou maman. Enfin, donc, il y a un moment, tu te remets en question quand même. Tu te dis, Pas la vie que je veux. Non, et puis ça fait pas 6 ans que tu bosses 70 heures par semaine pour en arriver à pas avoir de vie. Enfin, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc, on s'est beaucoup penché sur la question parce que c'est la première fois qu'on recrutait un profil qui n'était ni un archi, ni une entreprise travaux, enfin, ni quelqu'un d'opérationnel. Et on a trouvé Sego. C'est quoi son profil, du coup? Alors, Sego, c'est école d'ingé. Okay. Elle a bossé dans des gros groupes, Thales, Capgemini, etc. En étant chef de projet, donc quand même de la gestion de groupe, coordination, management, etc. Elle a fait une reconversion. Elle s'est retrouvée à bosser pour une boîte d'archi 2 ans. Où elle était un peu au four et au moulin, voir comment ça se passait. Et elle s'est dit, c'est très chouette, mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de consistance sur les sujets rapports humains, rapport opérationnel aussi à gérer parce qu'il n'y en avait pas énormément aussi. Et puis, elle adore faire des tableaux Excel, elle adore faire des présentations, elle est super forte pour les faire. Et là, ça manquait de substance, quoi. Donc, elle s'est dit, j'avais fait une annonce sur LinkedIn dont j'ai honte. J'avais mis des casquettes en mettant une casquette communication, casquette manager, casquette commerciale, casquette... et puis, même moi, en lisant le post, je me suis dit, en fait, cette personne n'existe pas. Et au final, elle existe. C'est incroyable. Elle existe. Comme quoi, LinkedIn, ça sert à trouver des clients, mais ça sert aussi à recruter. C'est vrai. Mais carrément. Mais même plus que ça. La première fois que j'ai compris LinkedIn... La première fois que j'ai compris LinkedIn, j'ai fait un post pour trouver une entreprise travaux, je sais plus, un climaticien ou je sais pas quoi. Okay. Et j'ai fait un post, mais j'avais aucune communauté sur LinkedIn. Et il y a eu 8700 likes. 8700 pour de la clim. Pour un truc de clim ou de bureau d'études. Je sais plus ce que c'était. Et partager à mort, tiens, tac. Et je me suis retrouvée avec tous des commentaires avec que des gens qui me disaient voici ma boîte. Et je me suis dit, mais en fait, je cherche une maison, un charpentier dans le Luberon. Avec LinkedIn, je le trouve, quoi. Mais t'avais combien d'abonnés pour que... Mais j'en avais très peu. Traction aussi élevée. Très peu. C'était juste que les gens commentent. Enfin, t'as juste plein de gens qui ont commenté, qui ont partagé aussi. Alors, les gens qui connaissent une entreprise, ils taguaient les gens et tout. Et après, il y a eu un post. Ça a été dingue. Et après, j'ai eu tellement d'artisans sur LinkedIn que j'ai essayé de contrebalancer en mettant des archis ou des dirigeants ou des choses comme ça. Des potes, j'avais personne. Et c'est comme ça que LinkedIn a commencé à se... Et les autres archis se sont lancés sur LinkedIn, ils ont vu que toi ça marchait et que t'étais un peu le crash test, et au final que ça a marché, ils se sont dit allez, on va suivre... je sais pas, il y en a quelques-uns, mais il y en a quelques-uns. Ok. Mais pas beaucoup. Et YouTube, c'est pas un truc qui te plairait de développer Je savais même pas que ça marchait encore YouTube. Ah ouais? Pour moi, Never Too Small, tu vois, Never Too Small. Norman fait des vidéos? Non. Ok, on va reprendre de base. Cyprien. Non, c'est des vidéos d'architecture où les gens parlent de leur... C'est vraiment, tu filmes juste quelqu'un dans son appart, qui ouvre des livres, qui ouvre des placards, machin. Des vidéos qui font 2-3 millions de vues par vidéo, alors que c'est juste pas bon. Ça marche. Mais moi, j'avais une question aussi sur le fait que tu aies recruté pas mal de gens. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à faire encore ton métier et du terrain? Ou est-ce que, par exemple, pour les manager, tu dois faire, par exemple, tu te mets un point toutes les semaines où tu fais la revue de chaque projet et tu les accompagnes sur chacun des projets? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps, justement, de les coacher, de les accompagner? Tu arrives à déléguer? C'est pour ça qu'il y a Sego. C'est parce qu'elle fait toute cette partie managériale avec moi. Plus que moi, d'ailleurs. CDI, freelance? CDI. CDI, ok. Ouais.
Pépite Wow. Sego. Ah bah si, non. Regarde. Ça, c'est des profils qui doivent pas bouger. C'est des profils qui doivent faire grandir la boîte avec Exact, toi, t'as entièrement raison. qui sont. Je commence une phrase, elle la termine, quoi. C'est Les valeurs, quoi. Elle partage vraiment même des Ouais, valeurs, ouais. ton ambition, elle, c'est la même idée de ce que c'est aussi les gens avec lesquels on travaille, leurs valeurs à eux. Elle s'adresse aux filles, à l'équipe. De temps en temps, il y a des mecs. Elle s'adresse à elle comme je l'aurais fait, avec la même façon de percevoir les choses. Donc, de façon beaucoup plus politique que moi. Ok. Ce qui est quand même très bien aussi, parce qu'on ne manage pas pareil 8 personnes que 17. C'est sûr. Bah oui. En fait, quand tu es dans une position de dirigeant et que tu n'as jamais voulu avoir de hiérarchie, etc., tu crois que l'autre pense la même chose que toi et se dit « ouais, c'est cool ». En fait, pas du tout. L'autre, dans sa tête, t'es son boss. Ouais, c'est pour te faire plaisir. Et il fait semblant de te faire plaisir en ayant la posture qu'il pense que tu attends de toi. Et ça, j'ai mis vachement de temps à comprendre. Qu'en fait, j'étais la boss. Et ça, avec Audrey, on a mis beaucoup de temps à se dire en fait, c'est à nous de changer notre positionnement maintenant qu'on a qu'on a vraiment grandi. Maintenant, il faut qu'on redevienne les boss. Il faut qu'on cut le côté un peu tout le monde à la même échelle. Ouais, friendly, aussi sympa, on est comme ça. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que nous, on a beau faire ce qu'on veut pour essayer d'être sans niveau hiérarchique, qu'en fait, ça ne nous le rendait pas de l'autre côté et nous, on pouvait être déçus aussi. Donc, et on voulait vraiment maintenir le fait que l'agence soit hyper saine, qu'il y ait une super ambiance et qu'il n'y ait pas de non-dit. Et donc, on l'a verbalisé tout simplement en disant, parce qu'il y en avait qui étaient là depuis 6 ans, depuis presque les débuts de la boîte. Donc, c'est violent de dire à quelqu'un, en fait, t'es là depuis tout le temps, tu traites avec moi ou avec Audrey, et maintenant, tu vas traiter avec Sego. Ça peut être très mal pris, en effet. Ouais. Ça peut être très violent en termes de structure. C'est pas facile, la croissance. Ça peut être compliqué. Ah ouais, c'est pas simple. Et c'était le cas avec plein d'éléments, en fait. Donc, elle demandait aussi à un moment, parce que j'étais toujours en vadrouille, Audrey était à Cannes, donc elle demandait aussi à avoir un suivi un peu plus poussé. Ce que je peux comprendre. Bien sûr, moi je leur explique, mais en fait, moi je peux pas te le donner, parce qu'il y a un moment, je suis un humain, les journées ne font que 24 heures. Elle passait pour la méchante, Sego, du coup? Non, pas du tout. Okay. Non. Parce que c'est vrai, quand il y a un système et d'un coup, tu dois arriver et avoir, entre guillemets, le mauvais rôle, ou dire, OK, maintenant ça va plus fonctionner comme ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Ça a été compliqué? Non, ça s'est fait de façon très fluide. Okay. Que le changement, parfois, ça peut faire peur. Ouais, non, pas du tout. Franchement, ça s'est fait hyper fluide. Et évidemment, il y a eu, comme dans tout changement majeur dans une équipe, des questionnements, mais Gabriel, du coup, tu vas aller habiter à Dubaï? Pas du tout. Enfin, voilà, ça faisait un peu papa et maman se sont séparés. On nous a foutu une belle-mère ici. Qu'est-ce qu'on va en faire et à quelle sauce elle va nous manger, quoi. Mais comment vous créez une cohésion d'équipe? Est-ce que vous faites des events ensemble, des team building? Comment vous arrivez à créer quand même une cohésion? Parce que créer une identité de boîte, comme tu disais, par exemple, transparence, etc., hormis, par exemple, l'écrire en gros dans vos bureaux, comment vous arrivez à transmettre ça et à créer une vraie cohésion et pas un peu bullshit? Alors, on l'écrirait pas parce que c'est quand même très moche. Avec des freelances aussi qui sont. Est-ce que tout le monde vient au bureau? Est-ce que vous voyez tous au bureau? Ouais. Okay. Les bureaux, c'est important, du coup. Ouais, bureau, la vie d'agence, pour moi, se transpose vraiment à partir de ça. La vie de bureau, de pouvoir échanger, d'être rapide dans les échanges, de pouvoir communiquer de façon très fluide à son voisin, que ce soit en équipe, en binôme. On crée des binômes aussi sur les projets, on crée des équipes sur des très gros projets. Ça change régulièrement, c'est pas toujours les mêmes, en fonction des natures, en fonction des clients, en fonction de la taille du projet, et ça permet aussi à chacune de soit faire un temps d'arrêt avec l'une parce qu'elle a fait déjà 2 projets avec, elle a envie de changer de binôme, soit au contraire... Et chacun peut au final se former l'un de l'autre, chacun a un domaine où il est meilleur et ça peut permettre justement de créer c'est l'objectif. Une cohésion et en plus de s'éduquer à deux, quoi. Et on recrute justement des profils différents. Donc même en termes de sensibilité artistique, on va pas recruter quelqu'un où on trouve qu'il a mauvais goût, évidemment. Mais on peut recruter quelqu'un qui a des influences beaucoup plus masculines. Je vais me faire trucider, il faut pas dire ça, mais des influences beaucoup plus sombres, rectilignes, géométriques, etc. Comme on peut recruter quelqu'un qui, au contraire, va être tout dans la douceur, la chaux, les éléments méditerranéens, etc. Et ça, on n'a aucun mal à prendre des profils différents pour ça. Et c'est quoi un bon archi, du coup, pour toi?
Un bon archi. Elle est dure, celle-là. Ouais. Non, c'est lui qui va allier la fonctionnalité à l'esthétique et jamais l'un au détriment de l'autre. Il y a certains clients, parfois, j'ai l'impression qu'ils peuvent avoir peur que quand tu passes avec un archi, ça va être le projet de l'archi. Comment vous arrivez à rassurer les clients en leur disant que non, c'est leur projet, mais que vous allez les accompagner pour ça? Ça, c'est un positionnement qui est différent selon toutes les agences d'archi. Ok. Nous, on a vraiment le parti pris de dire on s'adapte à votre projet et c'est ce qu'on aime et c'est comme ça que nous, on va apprendre. Ok. Mais la contrepartie, c'est qu'on n'est pas des archis signatures. Enfin, on n'est pas des... il y a des archis qui sont presque c'est des artistes. Ok. Ils font des choses, ils signent leurs projets. C'est toujours les mêmes designs qui vont toujours un peu de plus en plus loin, qui vont évoluer, etc. Mais ils ont une patte à laquelle ils croient et ils défendent un point de vue sur ce qu'est l'architecture idéale selon eux. Ok. Et ceux-là, c'est vraiment c'est les vrais designers. Mais en fait, le métier d'archi, c'est complètement démocratisé. Et aujourd'hui, avant, les architectes, c'était des gens qui étaient fortunés, qui faisaient appel à un architecte pour refaire leur maison. On n'est quand même pas sur un besoin primaire. Ouais. Donc, on allait chercher un artiste comme on va chercher un sculpteur ou comme avant, on prenait un peintre pour faire la tête de ses enfants et les accrocher sur le manoir. Et avant, c'était ça, un archi. Ouais, c'est Personne se prenait un archi. Maintenant, tout le monde se prend un archi. Mais en fait, tous les archis ne sont pas des artistes. Moi, je ne considère pas du tout que je suis une artiste. Ah ouais? Mais pas du tout. T'es quoi, du coup? Moi, je suis une dirigeante de société. Ok. J'adore l'archi, la déco. J'ai grandi dans des milieux plutôt artistiques. J'ai cette sensibilité profonde sur les matériaux, les coloris, les matières, la curiosité, etc. Mais j'embauche des archis bien meilleurs que moi. Et il faut. Ouais. Ouais. Toujours embaucher des gens. Non, c'est Tic vrai. et tac, là. Toujours embaucher des gens meilleurs que soi. Bah ouais. Malheureusement, le podcast va bientôt se terminer. Moi, je voulais quand même savoir ce que vous voulez faire par la suite. C'est quoi vos objectifs? Vers quelle direction vous voulez aller? Parce que tu te développes dans différentes villes, pas les mêmes pays aussi. Le nombre de personnes va peut-être augmenter. Ou j'aimerais bien savoir justement ta vision, enfin votre vision à toutes les deux de ce que vous voulez faire pour la suite et ce qu'on peut vous souhaiter. Évidemment, l'agence d'archi Maison AEG, c'est vraiment notre bébé. C'est celle qui existe depuis 8 ans et qu'on veut vraiment conserver. Et c'est là où on retrouve tout le sens qu'on aime dans l'aspect humain, de fédérer, d'orchestrer, que ce soit en interne ou avec les équipes partenaires. Et c'est là où on apprend beaucoup plus sur l'aspect humain. Sur l'aspect paillettes, j'ai envie de dire, c'est les hôtels qu'on va développer, la ligne hôtelière qu'on va développer. Ça, c'est un rêve devenu réalité, mais quand on a même pas pris conscience, ça ouvre dans 3 semaines, donc je vais pas me porter la poisse, mais on n'avait même pas pris conscience à quel point on avait cette possibilité de la rendre réelle et que ça y est, on avait accédé à cette possibilité de le faire. Non sans risque et non sans douleur, mais que ça y est, c'était bon, on pouvait le faire. Et donc, du coup, on va développer ce concept pas mal. Et puis après, on fait des investissements. C'est pas la partie qui nous fait marrer, mais bon, c'est la partie qui fera plaisir à nos enfants plus tard. Et sinon, on veut se diversifier encore et apprendre. Mais dans le milieu du design, si Dubaï, ça marche comme on pense que ça va marcher, on va apprendre sur de nouveaux territoires et de nouvelles personnes, de nouveaux environnements. Ce qu'on veut, c'est apprendre et se marrer, en fait. On n'a pas vraiment de ligne. Vous voyez garder la boîte à vie, par exemple, ou pourquoi pas un jour la revendre? Parce que c'est vrai que du coup, avant c'était Audrey et Gabriel, maintenant c'est Maison AEG, donc c'est un peu moins brandé sur quand même vos prénoms, même si AEG, voilà, si on cherche, on peut comprendre. Vous avez une vision à vouloir revendre peut-être un jour, ou vraiment en mode je veux garder, c'est mon bébé, je veux le garder toute ma vie? Ah non, pas du tout. Pas Maison AEG, on voudra jamais revendre. Si on a, mais t'as raison, ça peut porter à la confusion la contraction Maison AEG. C'était effectivement pour dépersonnaliser, et c'était pour dépersonnaliser au profit des chefs de projet et qu'elles puissent avoir beaucoup plus de liens avec le client et qu'il ait moins d'attente d'avoir Audrey ou moi directement sur chaque projet. Bien qu'on est là sur beaucoup, j'allais dire tous les projets, mais c'est pas vrai. Les tout petits projets qui sont très simples, où on sait qu'on a des chefs de projet qui vont être hyper pépites, hyper processés et tout ça. En vrai, on les fait 2 fois, mais les clients ne nous demandent même pas d'être là. En fait, ils sont tellement en confiance que ça déroule et ça se passe très bien. Sur les projets qui sont plus compliqués, qui sont vraiment des challenges, on est toujours là. On est hyper présente. Et en plus, on veut toujours des projets. Là, on ouvre une boîte d'archi en 2026. Ok. HMO, avec un associé HMO, du coup, avec lequel on travaille depuis 2 ans parce qu'on fait des co-contrats
avec des projets de surélévation, d'extension, enfin vraiment de structures assez lourdes et même de construction. Et Trop bien. ouais, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on faisait ça avant d'avoir les assurances, donc. Les assurances, on a fait des co-contrats, on a on aurait pu bidouillé en un parler truc, des assurances aussi. Ah non, s'il vous Pour une plaît. prochaine fois. J'ai une toute dernière question. Si tu devais nous conseiller une personne à inviter sur un prochain épisode qui t'inspire, Oh, bah, il y en a plein. mais que tu connais, Et que je peux vous reco. Ouais. ouais, Non, pour auquel l'inviter, tu penses. ou même, ou on est tous à un message de toute façon d'une personne, donc au pire j'enverrai un Insta. Et Ouais, ça répond. carrément. T'as une personne en tête Bah, là elle fait beaucoup d'immobilier. Je pense à Anaïs Remaoun, Ok. qui vous devez peut-être connaître. Malheureusement non. Mauvais élève. Je Mauvais réviserai. Donnons, élève. donnons. Elle est sur Instagram Elle est sur LinkedIn. Ah bah c'est pour ça. Star de LinkedIn. Ah voilà, je suis pas trop dans le LinkedIn game, moi. Ah, voilà. Plus Insta. Il faut commencer. On va se mettre sur LinkedIn, Gilles. Voilà. Et c'est une top Bon, on enverra nana un qui fait message. plein de trucs, finance, invest, courtage, boîte de ouf. Trop On cool. pensera à elle. Bah merci beaucoup. Voilà. Merci Gilles, merci Gabriel. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. C'est gratuit et ça donne la force. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. À bientôt.